Monsieur Maïla, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales, actuellement professeur de géopolitique à l'ESSEC où vous dirigez le programme médiation à l'Institut de recherche et d'enseignement sur la négociation. Vous avez été doyen de la faculté des sciences sociales et économiques à la Cato de Paris, recteur de l'Institut catholique de Paris et puis, entre autres missions et expertise internationales, vous avez été également le responsable de la direction de la prospective au ministère des Affaires étrangères. Et donc c'est à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui pour vous poser quelques questions sur la prospective telle qu'elle se pratique au niveau de l'État. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette direction de la prospective au sein du ministère des Affaires étrangères? Quelle est son origine et quelles sont ses missions actuelles? Écoutez, d'abord, merci beaucoup de m'accueillir. Au Media Lab, à l'Université catholique de Lille. Oui, la question concernant la prospective est une question intéressante parce que, contrairement à ce qu'on pense, la prospective d'État en France, notamment au ministère des Affaires étrangères, est quelque chose de relativement récent. Oui. Elle date de 1974. C'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Michel Jaubert, qui l'avait lancé. À l'époque, ça s'appelait le Centre d'analyse et de prévision. Alors, on est revenu à ce nom de centre d'analyse et de prévision, mais subsiste encore l'idée, au fond, d'une direction de la prospective qui avait été instituée par le livre blanc de la politique étrangère de la France en 2008. Avec l'arrivée de M. Fabius au Quai d'Orsay, on est revenu à l'ancienne appellation de Centre d'analyse et de prévision, CAP donc. Oui. On a ajouté un S, CAP donc stratégique, Centre d'analyse et de prévision stratégique. Alors, en quoi consiste effectivement la prospective ou toute recherche finalisée vers la prospective dans le cadre du ministère des Affaires étrangères? Grosso modo, c'est, si l'on peut s'exprimer ainsi, la planification de la politique étrangère de la France. C'est-à-dire que nous sommes à la direction de la prospective, où nous étions, j'étais à la direction de la prospective, oui, en retrait par rapport à la diplomatie qui se fait. Donc, on n'était pas impliqué dans l'événementiel, préparer une réunion, monter une intervention, préparer des stratégies alignées sur le Proche-Orient ou sur l'Asie, ou comment attaquer les grands marchés sud-américains dans une perspective de diplomatie économique. Non, on réfléchit à plus long terme. Et donc, il s'agit de dégager les grandes tendances du monde qui vient, si l'on peut dire. Oui. La Chine dans 30 ans, que deviendra l'Asie dans 50 ans, les grandes tendances des évolutions démographiques, et puis essayer de voir, en fonction des intérêts stratégiques de la France, quels pouvaient être les scénarios, parce que c'est vraiment un travail de scénarisation, si l'on peut dire, des années à venir. Oui. Alors, est-ce qu'on peut justement entrer un petit peu dans ces méthodes que vous avez utilisées? On sait qu'au niveau international, il y a différentes approches. La Rand Corporation, par exemple, aux États-Unis, fait un travail plutôt stratégique. En France, on a eu d'autres types d'approches, notamment de sciences humaines, parce qu'on a eu un certain nombre d'universitaires qui ont eu des travaux, j'allais dire, presque involontairement prospectifs. Je pense à Hélène Carrère-Dampos, Bertrand Jouvenel, bien sûr, Fourastier avec ses études sur l'économie, Dumas-Dié sur la civilisation des loisirs. Quand vous dirigiez cette direction de la prospective, quel type de méthode utilisiez-vous et avec qui avez-vous travaillé? Est-ce que le ministère a lui-même son propre, je dirais, corps de spécialistes, comme par exemple les Suédois, ou est-ce que vous alliez chercher à l'extérieur du MAE un certain nombre de spécialistes? Alors, merci de cette question parce qu'elle me permet véritablement de cadrer le travail de la prospective au sein du ministère des Affaires étrangères. Alors, il y a une grande différence entre un institut de prospective pure, oui, vous avez cité la Rand Corporation, on pourrait voir ce que font la Brookings, d'autres institutions américaines, le German Marshall Fund aussi, enfin les grandes institutions qui s'occupent de prospective, et une prospective qui est logée dans un ministère, en l'occurrence le ministère des Affaires étrangères. Autant les instituts de prospective sont libres de prospecter dans toutes les zones qu'ils veulent, oui, sur toutes les questions qu'ils veulent, autant un institut de prospective logé ou une direction de prospective logée dans un ministère est tributaire de deux choses. Elle est tributaire d'abord du positionnement géopolitique de la France, oui, qui lui ne varie pas beaucoup, et elle est tributaire, parce que nous sommes au niveau de l'exécutif, des orientations que le ministre donne
sous l'autorité du président de la République, parce que oui. nous sommes en 5e République, aux grandes orientations du quinquennat ou du septennat jadis. Et donc, on est tributaire de ce double positionnement. Le positionnement de la France est intéressant en ce sens. Pourquoi? Parce que nous avions, et nous avons toujours, je crois, la plus grande direction de prospective logée dans un ministère des Affaires étrangères, embedded, comme disent les Américains. Pourquoi? Alors, c'est quand même un petit paradoxe, parce que quand on pense aux États-Unis, ce qui nous vient à l'esprit immédiatement, c'est au fond, les États-Unis doivent avoir le plus grand centre de prospective au State Department, par exemple, au département d'État. Eh bien non. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont bien entendu au niveau des études, leur propre direction des études au niveau du State Department, mais ils sont adeptes d'une délocalisation, j'allais dire, à l'infini. Ils privatisent beaucoup les recherches qu'ils font. Et c'est vrai qu'ils ont des instituts fameux. Oui. L'idée de doubler au State Department ce qui existe à la Rand, à la Brookings, etc., est ridicule. Et donc ils comptent beaucoup sur des études qu'ils commandent à ces instituts. Et ensuite, bien entendu, l'orientation, la prise de décision, les choix se font au ministère, c'est-à-dire en l'occurrence au State Department. Nous sommes beaucoup plus gros parce que peut-être que nous ne pouvons pas compter sur autant d'instituts de relations internationales, autant que les Américains. Bien sûr. Alors, comment faites-vous pour faire le lien entre ces grandes perspectives que vous tracez et puis les micro-événements locaux qui vont se faire sentir qu'en Géorgie, il va se passer quelque chose, en Ukraine, il va se passer quelque chose, à Sidi Bouzid, il y a peut-être le risque d'un jeune Tunisien qui se fait brûler. Quelle est la jonction ou le manque de jonction entre la grande prospective et puis l'analyse des événements qui dit là, ça va casser? Oui, alors effectivement, c'est vraiment la bonne question, parce qu'on peut se livrer à des exercices de projection. Et c'est un des exercices, la prospective. Hein. Quand il y a des émergents, là, par exemple, s'intéresser aux émergents, aux États qui émergent aujourd'hui, c'est une obligation, j'allais dire, hors contexte. Oui. On sait que la tendance est là. C'est impossible de ne pas se dire où est-ce qu'ils en seront dans 20 ans, dans 30 ans. Donc l'analyse est partie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une analyse à plus court terme sur des tendances à plus long terme. C'est de savoir dans quelle mesure, d'ores et déjà, les émergents sont en train de changer les comportements au sein, par exemple, des organisations internationales. Est-ce que l'Inde, est-ce que la Chine, est-ce que je sais pas, le Brésil sont en train de contester le système onusien? Est-ce qu'ils introduisent des bémols sur, par exemple, le principe de l'intervention humanitaire? On les a vus remonter contre la responsabilité de protéger. Donc, il y a effectivement une tendance qui est, pour la prospective, une espèce d'horizon. Et en même temps, il faut absolument se raccrocher sur, j'allais dire, pas le court terme, mais le moyen terme. C'est-à-dire d'ores et déjà observer les changements, les habitus, les changements de comportement qui ont lieu à l'occasion de cette entrée des émergents, puisque j'ai pris l'exemple des émergents, sur la scène internationale. Et alors, nous avons la grande chance, pour permettre l'articulation, quand on travaille au ministère des Affaires étrangères, de ne pas travailler uniquement avec les centres de recherche, ne pas être uniquement à l'écoute de l'exécutif, ce qui est important parce que ça fait partie du métier. Tout le réseau diplomatique. Et il y a tout le réseau diplomatique. Il y a ce qu'on appelle les directions. Alors, le directeur de la prospective est en lien avec tous les directeurs régionaux, directeur de l'Asie, directeur du Proche-Orient, directeur des Amériques, directeur de la DGM, la Direction Générale de la Mondialisation, qui est un énorme département au Quai d'Orsay, qui doit faire 500 personnes, et qui travaille sur les biens publics mondiaux, sur l'avenir de la mer, tout ce qui sort de la géopolitique localisée, qui s'intéresse les grandes maladies, les épidémies, une réflexion sur les États fragiles. Et là, effectivement, on fait appel à nous. Et nous faisons les choses véritablement, j'allais dire, couplées. Donc nous avons des tendances à long terme qui sont le fait de la prospective. Il y a du court terme, mais alors du court terme qui vient assister un petit peu ce qui se passe ce qui se fait sur le terrain. Le confirmer ou l'infirmer. Voilà. Et puis il y a des réflexions sur où va le Proche-Orient, que vont donner les printemps arabes. Alors un diplomate qui est plongé de la direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, lui, il est dans l'action. Nous pouvons nous permettre d'avoir ce luxe de prendre un peu de distance et de dire, écoutez, les printemps arabes semblent s'orienter vers quelque chose qui n'est pas tout à fait de l'ordre de la démocratie attendue, mais qu'on aura peut-être une phase de ceci, cela. Donc nous avons le recul nécessaire sur le moyen et sur le long terme. Bien entendu, le long terme, ça va de soi. Sur le court terme, nous venons en quelque sorte
j'allais dire, sur les coups de chaud, quand véritablement l'actualité s'emballe. Je prends un exemple, puisque nous allons parler tout à l'heure des religions dans la conférence qui suivra. Vous avez une floraison de partis politiques, de dénominations dans l'islam contemporain qui ont surgi un petit peu, alors pour les spécialistes, ils n'ont pas surgi du jour au lendemain, mais dans l'ordre médiatique, on entend parler des djihadistes, des islamistes, des salafistes. Et effectivement, même pour le ministère des Affaires étrangères, ça fait trop de dénominations qui arrivent et qui surgissent du jour au lendemain. Alors, pour les médias aussi. Oui. Mais il faut immédiatement dire qui est qui fait quoi et d'où vient tout cela. Alors, sur des coups comme cela, effectivement, la prospective, qui comporte une trentaine de personnes, c'est 25-30 personnes, est extrêmement importante. C'est pour ça que je disais que nous avons, en termes de prospective pure, et je vais vous dire pourquoi je fais cette distinction, la plus grande direction. Souvent, les directions de la prospective sont rattachées, elles sont toujours rattachées au ministre des Affaires étrangères, mais souvent, elles servent d'appoint au cabinet du ministre. Hein. Donc, pour préparer des discours, pour mettre en place des configurations de colloques, bien entendu, c'est... Et la direction des affaires, la prospective en France avait une tradition plutôt de, écoutez, chercher, aller le plus loin possible. Quitte à donner peut-être, c'est pas la bonne terminologie, nous étions un peu considérés comme les fous du roi. Hein, le poil à gratter du ministère. Nous pouvions aller à contre-courant, ce que ne peut pas faire un directeur de direction géopolitique ou géographique. Une dernière question avec une réponse très courte. Est-ce que vous alliez, non seulement, alors vous décriviez les évolutions, vous imaginiez possibles, mais est-ce que vous proposiez aussi des conduites à tenir pour la diplomatie française dans ce cadre-là? Ou est-ce que vous restiez uniquement en... Ah non, toujours. Le travail qui est fait n'est pas un travail universitaire. Donc, après l'analyse, après le cadrage, il y a toujours les recommandations. Il n'y a pas de travail de prospective sans recommandation. Et je dirais, à la limite, le ministre ne lira que, ce n'est pas la vérité, c'est pas vrai, mais il ira directement aux recommandations en disant voilà où est-ce que nous allons, voilà ce qu'on peut recommander. Donc nous pouvions, et puis nous avions un contact absolument avec toutes les directions de prospective amies en Occident. Donc le directeur de la prospective voyageait, était à l'écoute de ce que pensait la prospective australienne, la prospective allemande et anglaise et américains avec lesquels on travaille de manière extrêmement étroite. Donc il y a une réflexion aussi qui n'est pas purement franco-française, qui est aussi franco-européenne et franco-occidentale dans le cadre d'un système international dans lequel la France occupe une position importante, notamment, mais pas seulement, du fait du siège qu'elle occupe aux Nations Unies et qui nous oblige à être présents sur toutes les questions qui se posent en matière de sécurité internationale. Très bien. Joseph Maïla, merci beaucoup pour ces propos très éclairants. Merci.